implique des dizaines de gènes. Et donc, on obtient un diagnostic génétique en analysant ces gènes en première intention. Et après, on va voir la corrélation génotype-phénotype pour indiquer ou contre-indiquer la thésée. Et donc là, on a classé les phénotypes testiculaires. Là, vous voyez en bas à droite la spermatogénèse normale avec les cellules souches, les spermatogonies, puis méiotiques, puis postméiotiques, puis les spermatozoïdes, comme dans l'image histologique en bas. Et puis on voit qu'il y a des phénotypes en vert et des phénotypes en rouge. Les phénotypes verts sont favorables à la biopsie testiculaire et les rouges sont défavorables. Et donc dans les favorables, on trouve l'hypospermatogénèse, on trouve avec une raréfaction des cellules germinales, la dégénérescence testiculaire avec une hypospermatogénèse, mais en plus il y a des dépôts de collagène, épaississement de la membrane basale, etc. Et on trouve les arrêts postméiotiques, surtout tardifs, lorsqu'on a des spermatides allongés. Mais il y a des arrêts postméiotiques au stade de spermatide ronde qui sont défavorables, comme les arrêts méiotiques et les arrêts préméiotiques. Et le phénotype le plus sévère, c'est les anomalies, enfin l'absence de cellules germinales, le syndrome de cellules de Sertoli-Sol. On voit que la plupart des gènes qui sont identifiés sont responsables d'arrêts méiotiques. Et donc, pour les patients chez qui on découvre des mutations bialléliques dans ces gènes-là, on va leur épargner de réaliser de la biopsie testiculaire, donc ils ne vont pas la subir de manière inutile. Et donc là, je vous montre un exemple. Vous avez un patient chez qui on a fait un karyotype et une recherche de microdélétion AZF qui était négatif. On a fait le séquençage exomique. On a filtré les variants par des outils bioinformatiques et biologiques. Et on a découvert des mutations, une mutation biallélique dans le gène MEOB qui est responsable du crossing over. Et on sait que les mutations bialléliques sont responsables d'insuffisance gonadique chez l'homme et chez la femme. Donc la femme, avec ces mutations, va avoir une insuffisance ovarienne prématurée et l'homme, une azoospermie. Et pareil chez les modèles animaux, les souris, chaos, les mâles et les femelles sont infertiles. Et donc les chances de retrouver des spermatozoïdes dans le testicule sont quasi nulles. Et donc on va contre-indiquer la thésée ou la biopsie testiculaire. Puis je vais parler très brièvement des tératozoospermies monomorphes. Donc la macrozoospermie qui est surtout liée, vous voyez un spermatozoïde normal en microscopie électronique à balayage. Et dans les autres images, on a des spermatozoïdes macrocéphales avec une grosse tête qui contient 4 têtes spermatiques et plusieurs flagelles. Et en fait, ce défaut il est surtout lié à une perturbation de la cytokinèse ou la cytodiérèse, c'est une anomalie du clivage des cellules filles après les divisions, mitotiques ou méotiques, ici c'est méotique, et donc les cellules qui sont issues des divisions méotiques vont se différencier et former 4 spermatozoïdes qui vont rester fusionnés. Et donc, comme ils sont, ces 4 spermatozoïdes, c'est difficile, déjà de les manipuler pour les entrer dans la pipette d'injection. Et si on les injecte, à cause de cette aneuploïdie, les embryons ne seront pas viables, ils ne vont pas se développer. Et donc à Grenoble, on a séquencé 156 patients par séquençage ciblé. Ce qu'on propose, c'est, vu que c'est un gène, que la plupart des cas sont liés à des mutations dans un seul gène, qui est l'orakinase C, donc on propose de séquencer les 2 exons qui sont concernés, qui contiennent les mutations fréquentes, c'est l'exon 3 et 6. Et donc on retrouve chez 78% des patients à peu près. Et donc, les mutations orakinase C sont présentes chez 60% à peu près des patients. Et les patients négatifs pour l'orakinase C, on va les passer en séquençage exomique. Et donc, quand on a fait ça à Grenoble, pour les 66 patients restants de la cohorte, on a identifié chez 22% des mutations dans 6 nouveaux gènes candidats qu'on a validés et publiés. Et donc, ce qu'on propose aujourd'hui, donc séquençage l'exon 3 et 6, si c'est négatif, on fait le séquençage exomique. Et puis le syndrome des spermatozoïdes acéphales. Vous savez qu'entre la tête et le flagelle du spermatozoïde, on a un appareil de connexion, tête flagelle, qui est élaboré à partir du centrosome. Donc là, on voit en PC, c'est le centriole proximal qui persiste, qui va être important pour les premières divisions du zygote. C'est lui qui va organiser le fuseau mitotique commun dans le zygote, parce que dans l'ovocyte, il n'y a pas de centrosome.
Et donc, chez des patients, lorsqu'il y a une altération de cet appareil-là, il va y avoir une déconnexion, enfin un détachement de la tête du flagelle. La tête, elle est phagocytée par les cellules de Sertoli dans le testicule, et les flagelles vont tomber dans l'épididyme, et donc après ils seront éjaculés. Et donc, chez le patient, la P504, on a ce qu'on appelle le syndrome des flagelles isolés ou des spermatozoïdes décapités. C'est le syndrome des spermatozoïdes acéphales. Donc avec une majorité de flagelles isolés. Et là, le gène qui est le plus impliqué, surtout au Maghreb, c'est le gène SAN5 qui permet d'attacher l'enveloppe nucléaire à cet appareil de connexion tête-flagelle. Et on a publié récemment un article en rapportant une mutation qui est majoritaire, qui était présente chez 100% des patients nord-africains, maghrébins, qui étaient atteints de ce syndrome. Et donc, il y a un effet fondateur très lointain qui est apparu il y a plus de 1000 ans. Et donc, au Maghreb, si on veut screener cette mutation dans ce syndrome, c'est cette mutation qu'il faut rechercher. Et donc, la prise en charge en ICSI, elle est favorable, à condition, bien sûr, de s'assurer d'injecter une tête spermatique qui contient le matériel génétique et le flagelle. Donc, c'est de préférence avoir un spermatozoïde intact, viable, mais si on l'a pas, c'est toujours préférable d'injecter la tête et le flagelle. La tête pour le matériel génétique et le flagelle pour le centriole, donc pour la division du zygote. Et puis on a le syndrome des spermatozoïdes, avec des anomalies multiples en mosaïque des flagelles. Là, vous avez des spermatozoïdes contrôle d'un patient fertile, donc avec une tête et flagelles normaux. Et en bas, chez des patients qui portent ce syndrome, on va retrouver une mosaïque d'anomalies flagellaires avec des spermatozoïdes sans flagelle, avec un flagelle court, épais, de calibre irrégulier, angulé, enroulé, etc. Et donc, quand on va voir de plus près en microscopie électronique, on va voir que chez les patients qui portent ce syndrome, le flagelle est complètement déstructuré. Vous savez que dans le flagelle, il y a une structure centrale qui s'appelle l'axonème, qui est dérivé du centrosome, donc il va être constitué par 9 doublés de microtubules périphériques et avec une paire centrale, comme on voit ici, et puis des formations périaxonémales. Et donc chez les patients, dans les spermatozoïdes de ces patients, on va avoir une altération très sévère des structures à la fois axonémales et paraxonémales. Et ce phénotype est très hétérogène en point de vue génétique parce qu'il y a des centaines de gènes qui vont être nécessaires pour construire le flagelle et assurer son maintien et sa fonction. Et donc on ne va pas analyser un seul gène, on va réaliser le séquençage exomique ou génomique d'emblée pour analyser les mutations dans plusieurs gènes. Donc là, on en connaît plus de 50. Et la prise en charge en ICSI, elle est favorable. Donc ces spermatozoïdes, vu l'altération de la morphologie, seront immobiles. Et donc on va les utiliser en ICSI, on va les injecter directement dans l'ovocyte. Et donc le pronostic est souvent favorable, comme il a été rapporté dans plusieurs études. Un point important à mentionner, c'est que l'axonème est une structure partagée entre le flagelle spermatique et les cils mobiles. Donc les cils qui sont dans l'épithélium respiratoire, etc. Et donc une atteinte ou une altération des gènes qui codent pour les flagelles va dans certains cas altérer la formation des cils et donc causer ce qu'on appelle des ciliopathies, et en particulier ici les dyskinésies ciliaires primitives avec des sinusites récurrentes, des otites et des bronchiolites, infections respiratoires répétitives. Et donc le diagnostic génétique de l'infertilité masculine peut être considéré qu'une porte d'entrée pour dépister une dyskinésie ciliaire primitive. Donc il est conseillé pour ces patients de les orienter vers un pneumologue pour réaliser un bilan approprié. La dyskinésie ciliaire primitive peut apparaître de manière retardée ou être infraclinique et qui va se dégrader très rapidement. Et puis je termine avec ce phénotype qu'on commence à explorer. La compétition elle est féroce dans le monde pour découvrir sa composante génétique. C'est l'échec total de fécondation. Et là, les spermatozoïdes sont présents, quantité normale, morphologiquement normaux, ils sont mobiles. Donc il n'y a rien qui cloche à l'apparence, mais à l'intérieur, au niveau moléculaire, il y a une altération, on va voir. Donc, il est défini par l'échec d'ICSI en moins à 2 reprises en utilisant des ovocytes normaux matures, donc bloqués en métaphase 2.
Donc là, vous avez un ovocyte mature qui est bloqué en métaphase 2 avec le fuseau méiotique, un seul globule polaire. Et vous savez qu'au moment de la fécondation, quand le spermatozoïde va entrer, c'est lui qui va activer l'ovocyte. Et donc, l'ovocyte va reprendre sa méiose 2, il va être débloqué et il va expulser le deuxième globule polaire. Les noyaux vont se décondenser, vont former ce qu'on appelle des pronoyaux, mâles et femelles. Et le fuseau mitotique après va s'organiser autour de ces deux pronoyaux à partir du centriole proximal ce qui va déclencher la première division zygotique. Alors, comment ça se passe ce processus d'activation ovocytaire? Après la réaction acrosomique du spermatozoïde qui permet de percer, de faire un trou dans la zone pellucide de la coque de l'ovocyte, le spermatozoïde va rentrer, va être au contact de la membrane cytoplasmique, va reconnaître ses récepteurs, il va pénétrer dans le cytoplasme. Et c'est là en fait qu'un facteur, une protéine, qu'on appelle le facteur d'activation ovocytaire, à l'époque on ne savait pas, je vais vous la dévoiler tout à l'heure. Cette protéine, on pensait que c'était une phospholipase qui permettait de catalyser la réaction du phosphatidylinositol en phosphatidylinositol 3 et qui va se fixer sur le réticulum endoplasmique et induire le relargage des ions calcium, ce qui va créer une oscillation calcique particulière qui va activer l'ovocyte. Et ce n'est qu'en 2002 qu'on a découvert ce facteur chez la souris. Donc en 2002, là vous avez, cette protéine c'est vraiment une phospholipase et elle s'appelle la phospholipase C-zeta. Vous savez qu'au moment de la formation de la spermatide, qui va se différencier après pour donner le spermatozoïde, l'appareil de Golgi va envoyer des vésicules qui vont fusionner pour former cet acrosome, qui contient les protéases qui vont dégrader la zone pellucide. Et cet acrosome va s'attacher sur l'enveloppe nucléaire, et grâce à une structure, une colle qu'on appelle l'acroplaxome. Et c'est dans l'acroplaxome qu'il y a cette protéine, la PLC-zeta. Et donc après la réaction acrosomique, la PLC-zeta est découverte, et donc elle va activer l'ovocyte. Et c'est en 2008 qu'on a découvert pour la première fois des mutations chez des cas de patients, avec des mutations dans le gène PLC-zeta, qui s'appelle le PLC-Z1. Et vous voyez qu'ici, il y a des oscillations calciques chez un patient contrôle, et donc quand on fait l'ICSI, il y a une activation ovocytaire et la formation de deux pronoyaux en bleu. Mais chez un patient avec des mutations bialléliques dans la PLC-zeta, on voit qu'il n'y a pas d'oscillation calcique, et quand on injecte le spermatozoïde, et donc il va pas activer l'ovocyte, et les pronoyaux ne se forment pas, le matériel génétique reste condensé. Par contre, quand on injecte le spermatozoïde avec l'ARN messager de la PLC-zeta, l'ARN messager dans sa forme sauvage, ici on a utilisé l'ARN messager d'une souris, ça ressemble à celui de l'humain, et donc on a restauré, on a permis d'activer l'ovocyte. Vous me donnez une minute ou c'est suffisant? Je me suis dit là, quand il faut arrêter, j'arrête. Voilà, juste pour, on a trouvé d'autres facteurs cachés, qu'on a découvert récemment, grâce au séquençage à haut débit. Et donc, chez ces patients, on a le même phénotype avec un détachement de l'acrosome, ce qui explique que la PLC-zeta est sous-exprimée dans ces spermatozoïdes ou localisée de manière aberrante derrière le noyau, donc ce qui explique qu'elle échoue dans l'activation ovocytaire. Et donc, on peut proposer pour ces patients, comme thérapie ciblée, d'utiliser les activateurs artificiels. Voilà, mécanique, chimique ou de préférence chimique. Voilà, je vous remercie pour votre attention.